Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Et on montre ce livre, le livre noir de Gaza. C'est aux éditions du Seuil. On va évidemment parler de la situation en Israël. Et Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui a donc été tué hier à Gaza par l'armée israélienne. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre ? Oui, c'est un tournant dans la guerre, puisque c'était vraiment un des objectifs de guerre de Netanyahou, d'obtenir la tête de Yahya Sinwar, considéré comme le cerveau des attentats et des massacres du 7 octobre. Et donc, même si un certain nombre de responsables du Hamas ont été tués depuis un an, eh bien, la figure emblématique, si je puis dire, de ces massacres, c'était lui. Et donc, le fait d'avoir, j'allais dire, ce trophée est évidemment extrêmement important et maintenant peut laisser espérer une ouverture pour savoir ce vers quoi on va aller et peut-être arrêter quand même ces massacres qui se déroulent dans la bande de Gaza depuis un an. On va y venir, mais vous parlez justement des buts de guerre dans votre livre. Est-ce qu'avec la mort de Yahya Sinwar, le but de guerre est atteint ? Un des buts de guerre, puisque il y avait deux plus importants buts de guerre qui étaient de décapiter, d'éradiquer, pour reprendre l'expression israélienne, le Hamas. Alors, il ne sera pas éradiqué pour autant, mais quand même. On ne peut pas éradiquer le Hamas ? Non, parce que c'est un mouvement, c'est une idéologie. Donc, on ne peut pas tuer tous les Gazaouis qui ont une sensibilité, sans parler forcément même que des combattants. Donc ça, à mon avis, c'est limité. Mais le fait que le mouvement soit quand même décapité et extrêmement affaibli comme il est, ça, c'est un élément. Mais le deuxième, ne l'oublions pas, c'est la libération des otages israéliens retenus par le Hamas. Et donc toute la question maintenant va porter sur la libération des otages. Et est-ce que la mort de Yahya Sinwar peut laisser entrevoir une libération de ces otages ou pas ? Alors là, il y a deux possibilités. Il y a la première qui consiste à penser que les proches de Yahya Sinwar, qui vont évidemment être très affaiblis par la mort de leur chef, vont pouvoir éventuellement se venger sur les otages en se disant bon, de toute façon on n'a plus rien à perdre maintenant, eh bien on les tue. Ou en revanche une autre branche qui peut considérer que c'est le moment effectivement de négocier pour obtenir un cessez-le-feu parce que la population de Gaza n'en peut plus de cette guerre et de ces bombardements. Donc honnêtement je serais incapable de vous dire aujourd'hui laquelle de ces tendances va l'emporter sur l'autre. Benyamin Netanyahou dit que la mort de Yahya Sinwar marque le début de la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que certains pensaient que dès que Yahya Sinwar serait tué, la guerre s'arrêterait. Et donc, dans cette phrase, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisqu'on revient à ce qu'on disait à l'instant, la question des otages est toujours là, n'a pas été réglée. Et maintenant, pour Netanyahou, qui subit quand même une forte pression en interne de la part des familles des otages, qui trouvent qu'il n'a pas déployé les efforts nécessaires pour obtenir la libération des otages. Donc maintenant, Netanyahou a un argument qui était de dire, vous voyez, de toute façon, ma stratégie a payé, puisqu'on a réussi à tuer le responsable du 7 octobre. Mais la pression, maintenant, va se faire sur les otages. Donc, le début de la fin, ça veut dire, maintenant, on va mettre nos efforts pour récupérer ces 97 otages dont on ne sait pas en plus combien sont encore vivants ou pas. Donc ça, c'est vraiment maintenant la priorité. Est-ce que vous parliez de la pression des familles des otages, mais qu'en est-il de la pression de la population israélienne ? Quel est aujourd'hui son état d'esprit vis-à-vis de Benyamin Netanyahou ? Eh bien, globalement, sa cote de popularité, si je puis dire, est beaucoup remontée ces derniers temps avec l'ouverture du front sur le Liban. Puisque autant sur la question de Gaza, il y avait effectivement des appréciations différentes au sein de la société israélienne entre ceux qui ont des otages à Gaza et donc qui ne voulaient pas que la guerre prenne cette ampleur et était en revanche en faveur d'un cessez-le-feu pour obtenir la libération des otages. En revanche, sur la question du Liban, il n'y a pas d'otages. Et donc le fait que l'armée israélienne se lance dans la destruction du Hezbollah, qui fait peser une menace sur le nord d'Israël maintenant depuis un an, puisque le Hezbollah en fait, a apporté son soutien au Hamas, et bien là, il y a vraiment un soutien très fort. Et donc, grâce, si je puis dire, à l'intervention au Liban, eh bien, la popularité de Netanyahou est sérieusement remontée auprès de la société israélienne. Donc, ça veut dire que la société israélienne est prête à continuer la guerre ? Au Liban, apparemment, oui, tout à fait. Maintenant, sur la bande de Gaza, ça va toujours être... Quelle est la priorité ? Une partie considère qu'il faut abandonner les otages, tant pis. Si c'est le prix à payer pour faire disparaître le Hamas, il faut y aller. Et évidemment, ceux qui ont des otages, eh bien, considèrent qu'il faut au contraire tout faire pour les libérer. Et là, c'est vrai qu'on a assisté à un changement de stratégie de la part d'Israël. Jusque-là, eh bien, la priorité pour Israël, ça a toujours été d'obtenir la libération des otages. Or là, on a vu effectivement dans cette guerre que ça n'est pas le cas, puisqu'il y a eu un premier cessez-le-feu, fin novembre l'année dernière, qui a permis la libération d'un nombre conséquent d'otages, mais qu'après, toutes les négociations n'ont pas abouti.
Mais est-ce que ça veut dire que là, la guerre dans la bande de Gaza, elle peut se terminer avec ce qui s'est passé hier? Elle peut se terminer si les otages sont libérés. Tant que les otages ne seront pas libérés, je crois vraiment que l'armée israélienne continuera, estimant que de toute façon, le mouvement étant encore plus affaibli par le fait que Yahya Sinwar ne soit plus là et c'était lui qui gérait aussi la question des otages, eh bien, ça va être le moment effectivement d'essayer de libérer ou de récupérer en tous les cas tous les otages. Alors, vous parliez du Liban, quid du front entre Israël et le Hezbollah du coup? Eh bien, je pense que ça va renforcer l'idée de Netanyahou selon laquelle sa stratégie est la bonne, même si ça se fait au prix d'un nombre de morts de civils considérable. À Gaza, on est à plus de 42 000 morts officiellement, mais on peut multiplier le chiffre par 2 ou par 3. Dans le cas Pourquoi? Parce qu'il y a des morts. Parce qu'il y a énormément de disparus, on ne sait pas où ils sont, et puis il y a tous les corps qui sont sous les décombres. On n'imagine pas les tonnes et les tonnes de gravats, et donc le ministère de la Santé du Hamas, quand il donne un chiffre, c'est après avoir identifié de façon absolument sûre la personne qui est morte. Et donc, il y a tous ces disparus et ceux sous les décombres. Et donc, de nombreux observateurs qui travaillent sur les conflits considèrent que le chiffre doit être au moins multiplié par 2 ou par 3. Donc, dans le cas du Liban, heureusement, on n'est évidemment pas encore du tout dans ces proportions. Mais les déclarations de Netanyahou selon lesquelles si la population libanaise ne se retourne pas contre le Hezbollah, le Liban va devenir le nouveau Gaza, évidemment inquiète terriblement la population libanaise qui accepte difficilement de satisfaire l'exigence de Netanyahou, même si une partie des Libanais n'aiment pas le Hezbollah, considère que le Hezbollah les a entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur, eh bien c'est difficile d'accepter de répondre à la demande d'un pays voisin, ennemi quand même, considéré comme un pays ennemi. Et donc, toute l'inquiétude maintenant se porte sur le Liban, puisque cette situation peut aussi raviver des différences et des conflits entre les différentes communautés au Liban. Vous savez que c'est un pays qui est très fragmenté avec différentes communautés. Et donc, il y a une partie des Libanais qui considèrent que les réfugiés, enfin les déplacés, les populations du Sud, essentiellement chiites, qui viennent vers le Nord, quand elles s'installent quelque part, eh bien, les familles, elles, qui sont établies là, ont très peur que, du coup, l'armée israélienne prenne pour cible ces déplacés, considérant que certains sont proches du Hezbollah. Donc, ça crée une tension au sein de la société libanaise et qui inquiète aujourd'hui de plus en plus de Libanais et d'observateurs. Mais à juste titre, est-ce que le Liban peut devenir un nouveau Gaza ? Quand on voit les déclarations de Netanyahou, en tous les cas, ce que l'on sait, c'est que les villages du sud du Liban sont complètement rasés aujourd'hui. L'idée de l'armée israélienne, c'est de créer une zone tampon jusqu'au Litani, qui est ce fameux fleuve qui est... Alors, donc, on est à 20-30 km au nord de la frontière avec Israël et qui correspond à l'exigence qui avait été celle de la résolution de 1701 de l'ONU suite à la guerre de 2006 et qui prévoit que dans cette bande-là, eh bien, ça doit être une bande qui doit être contrôlée uniquement par l'armée libanaise et la FINUL, la force internationale de l'ONU qui surveille ce qui se passe, et que le Hezbollah doit complètement disparaître de cette zone, qui est une zone dans laquelle il a un certain nombre d'infrastructures militaires qui sont présentes, et c'est ça qui est détruit aujourd'hui par l'armée israélienne. Et donc c'est vrai que tous ces villages dans cette zone, aujourd'hui, sont en train d'être complètement détruits, et même au-delà, puisqu'on a vu des bombardements jusqu'à Beyrouth. L'Iran qui assure que l'esprit de résistance sera renforcé après la mort de Sinwar. Que peuvent-ils faire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette déclaration? Là, on est vraiment, à mon sens, dans du déclaratoire, c'est-à-dire que l'Iran, qui soutient le Hezbollah, qui soutient le Hamas, est de sa manière obligé de soutenir ou de faire une déclaration de la sorte pour montrer qu'il est toujours à la tête de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, cet axe qui mène un certain nombre d'opérations considérées comme déstabilisatrices dans la région. Donc, pour garder sa crédibilité en tant qu'acteur essentiel de cet axe de la résistance, l'Iran ne peut pas dire autre chose. Ce qui ne veut pas, à mon avis, dire pour autant que l'Iran veut rentrer en guerre et veut rentrer en guerre contre Israël après toutes les défaites quand même subies par le Hamas, et là, hier, avec la mort de Yahya Sinwar, comme au Hezbollah avec la mort de Hassan Nasrallah, qui était le secrétaire général du parti, et ce parti de Hezbollah qui est le parti le plus proche de l'Iran, puisqu'il a été créé avec l'appui de l'Iran et soutenu militairement par l'Iran depuis. Donc l'Iran ne peut pas rester, évidemment, muet par rapport à tout ce qui se passe en région. Mais d'un autre côté, il n'a pas les moyens de riposter. Non, il peut faire des attaques comme on a vu, il peut envoyer 200 missiles, mais les 3/4 ou 80% vont être stoppés par ce qu'on appelle le dôme de fer, cette protection antiaérienne en Israël.
Donc les moyens de riposte sont limités, mais là aussi la question va se poser en Iran. Vous avez deux tendances au sein du régime iranien. Il y en a une qui considère qu'il faut plutôt maintenant calmer le jeu, reprendre une négociation avec Washington parce que les sanctions posées à l'Iran maintenant depuis des années et des années coûtent très cher, qu'il y a une contestation interne en Iran, on l'a vu il y a 2 ans après la mort de cette jeune kurde iranienne, et une autre partie, les gardiens de la révolution, qui eux considèrent que, il faut montrer sa force, même si la force de l'Iran face à Israël, soutenue par les Américains, évidemment ne fait pas le poids.